Bonsoir à tous. Permettez-moi de vous présenter l'histoire de l'éducation en Haïti. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Ludo Maxen. Je suis là pour un très long voyage. Santé, éducation et spiritualité, ce sont ces trois concepts sur lesquels nous allons faire notre petit bonhomme chemin. Mais aujourd'hui, je veux vous présenter l'histoire de l'éducation en Haïti, les 6 grandes périodes de l'histoire de l'éducation en Haïti. Et ça peut arriver dans votre esprit maintenant, il y a un déclic, c'est-à-dire, vous pouvez vous poser une question, pourquoi je parle de l'éducation en Haïti, mais je ne parle pas de l'éducation haïtienne? Pourquoi je ne dis pas de préférence l'histoire de l'éducation haïtienne? Est-ce qu'il y a une nuance, est-ce qu'il y a une différence entre l'histoire de l'éducation haïtienne et l'histoire de l'éducation en Haïti? Oui, il y a une belle différence, parce qu'en Haïti, il y a d'éducation, mais en Haïti, nous n'avons pas l'éducation haïtienne. Si vous voulez avoir beaucoup plus de réponses à cette question, existe-t-il une éducation haïtienne? J'ai consacré une vidéo à ce sujet. Vous pouvez regarder dans les vidéos précédentes. Eh bien, vous allez voir tous les arguments que j'ai avancés pour démontrer qu'il n'existe une éducation haïtienne. Les 6 grandes périodes de l'éducation en Haïti sont, premièrement, il y a la période des patriarches. Lorsque je parle de patriarches, je veux parler des pères de l'indépendance d'Haïti, des hommes qui ont participé à la guerre de l'indépendance et qui ont accouché 1804. Mais spécifiquement, je veux parler de Jean-Pierre Boyer, Alexandre Pétion, Christophe et Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines, le premier homme au pouvoir, en 1805, qui a doté Haïti d'une constitution empereur. Dessalines était un empereur. Haïti était un empire en 1805. Dessalines a voulu implanter un système éducatif en Haïti. En 1805, Dessalines a pu construire 6 écoles fondamentales, 2 écoles supérieures pour former des cadres et 2 écoles infirmières. Dessalines, dans son idéologie et surtout dans sa question agraire, il voulait doter Haïti d'un système éducatif. Mais malheureusement, son idéologie n'était pas atteint son apogée parce que Dessalines a été assassiné en 1806. Pour Christophe, c'était la même chose. Il voulait faire beaucoup de choses. Il voulait implanter, il voulait doter Haïti d'un système éducatif. Mais de sa part, c'était la même chose. Il n'a pas pu réaliser ce programme parce que il a tout brisé. Dans le Nord, Christophe avait fait beaucoup de choses. Il avait construit beaucoup d'écoles. Et d'ailleurs, Christophe était complètement opposé à la France. Il ne voulait pas attacher le cap à la France. C'est la raison pour laquelle il avait fait appel à des instituteurs anglais qui venaient dans le Nord, dans le Cap, pour doter le pays d'un système éducatif lancastéen. En 1816, il y avait 2000 enfants qui étaient retrouvés sur le banc d'école pour prendre les pains de l'instruction. Dans le Nord, c'était vraiment de grandes choses sur le plan éducatif. Avec Dessalines, quand même, il y avait quelque chose d'extraordinaire parce que dans seulement un an, Dessalines a pu construire 6 écoles primaires, 2 écoles supérieures pour former des cadres et 2 écoles infirmières. Ça, c'était une grande chose. Mais vous allez voir, pour Pétion, dans l'espace de 11 ans au pouvoir, Pétion n'a vraiment rien réalisé
de grande envergure. Dans l'espace de 11 ans, Pétion a construit seulement 4 écoles fondamentales, un lycée et un pensionnat, dans l'espace de 11 ans. Et pour Boyer lui-même, c'était complètement de la pagaille, c'était complètement de la disconvenance, c'était complètement de la camélo. Jean-Pierre Boyer n'a rien réalisé sur le plan éducatif. Au contraire, Jean-Pierre Boyer a brisé le pays, a transformé le pays en une véritable corvée. C'était la corvée parce que Boyer avait accepté de payer à la France une question de damnité. Et bien tout le pays était accroupi à l'esclavage. Bon, je dis c'était vraiment une forme d'esclavage, la corvée. Et toutes les portes des écoles étaient fermées, que ce soit dans les nord, que ce soit dans les sud, dans l'ouest. Eh bien, tout le monde au travail pour payer à la France ce que nous avons gagné. L'indépendance. Et Dessalines n'aurait dû jamais accepter cela, de même pour Christophe. Mais Boyer, oui, la raison est simple, c'est parce que Boyer était un Français. Boyer n'était pas un Français de peau, parce que Boyer était né à Port-au-Prince, son père était un affranchi, sa mère était une négresse. Mais Boyer a passé presque toute sa vie en France. Boyer a fait ses études en France. Boyer était dans l'armée française comme bataillon. Boyer était du côté de la France lors de la Révolution française de 1789. Boyer était du côté de l'éclair lorsque Napoléon Bonaparte avait envoyé l'éclair en Haïti, alors à Saint-Domingue pour établir l'esclavage. Boyer était un Français d'esprit. Dans son esprit, c'était un Français. C'était un Français égaré dans un corps haïtien. C'est la raison pour laquelle Boyer avait accepté de rétablir encore l'esclavage en Haïti. Oui, je dis rétablir encore l'esclavage. Parce que c'était quand même une forme d'esclavage. Parce que jusqu'à présent, nous sommes en train de subir les séquelles des gabegies de Boyer. Jusqu'à présent, le pays est accroupi dans la misère, dans la disette. Boyer était vraiment un ennemi d'Haïti, un ennemi juré d'Haïti. Et tout le monde devrait prendre l'exemple. Et la raison est simple, c'est que pour les mulattes, ils ne voulaient pas qu'Haïti soit détaché totalement de la France. Ce n'était pas l'idéologie de penser de détacher Haïti de la France. Ils voulaient quand même que Haïti soit une province de la France, comme a voulu Toussaint avec la Constitution de 1801. Lorsque Pétion et les mulattes en général avaient accepté de donner la main d'association à Dessalines, c'était une main d'association d'hypocrites. C'était juste pour éliminer les Blancs et bien pour prendre la place dans le triangle colonial, parce que le triangle colonial était divisé en 3 parties. Il y a les Blancs au sommet, les mulattes en 2e position et puis les esclaves en 3e position. Les mulattes acceptent de collaborer avec Dessalines pour éliminer les Blancs et puis de prendre place des Blancs. C'était ça l'objectif des mulattes. Et de faire entrer encore la masse dans la corvée. Même si l'esclavage était aboli, mais quand même, la masse aurait dû travailler pour les mulattes. Et que toute la richesse devrait rester pour les mulattes. Et que pour Haïti, ou du moins Saint-Domingue, devrait rester une province pour la France. C'était ça l'idéologie des mulattes. Et jusqu'à présent, nous sommes vraiment dans une pénurie avec cette question d'idéologie, de classe. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. La deuxième période, c'est la période de 1843 à 1860. Cette période est appelée période de MIP, ou période des Rivière Ferry. Rivière, c'est le président qui a voulu redresser l'éducation après les gabegies de Boyer en 1843, ou du moins après l'exil de Boyer en 1843. Rivière, c'est le premier des 4 présidents éphémères après l'exil de Jean-Pierre Boyer. Rivière a voulu faire vraiment des grandes choses, surtout avec son ministre Honoré Ferry en 1843. Ces hommes avaient doté le pays de système éducatif. MIP
ministère de l'instruction publique. C'était ça leur pensée, leur objectif, leur système. Honoré Ferry, dans l'espace de 2 ans, avait construit 12 écoles fondamentales et beaucoup d'écoles supérieures. Mais malheureusement, et avant tout, Honoré Ferry avait laissé beaucoup de travail à faire. Il y avait des lois, il avait promulgué des lois sur l'éducation. Mais malheureusement, aucune de ces choses n'avait pas réalisé avec un Soulouk et avec les 3 autres présidents éphémères. Parce qu'après Vieira, il y a Philippe Guerrier, il y a lui Pierre, alors il y a Pierrot, je crois que c'était Louis Pierrot, si je ne m'abuse, et enfin il y avait Jean-Baptiste Richet. Ces 3 présidents éphémères après Vieira étaient vraiment des hommes qui ont dû lécher les bottes des mulattes, et c'est la raison pour laquelle les mulattes avaient donné accès à ces hommes-là d'accéder au pouvoir pour que les mulattes puissent les dominer et dominer le pays ensuite. Et Soulouk n'avait rien réalisé sur le plan éducatif. Et jusqu'à 1860, eh bien, le pays n'avait pas encore un système éducatif haïtien. La deuxième période, c'est la période douce amère. Cette période a commencé avec Nicolas Giffard. Pourquoi on appelle période douce amère? C'est juste parce que Nicolas Giffard avait fait beaucoup de choses sur le plan éducatif. Parce que alors, amère, on dit amère, la période était amère, c'est juste parce que Nicolas Giffard a brisé totalement, a éliminé toute possibilité pour que Haïti puisse avoir un système éducatif à l'haïtien. Nicolas Giffard a brisé cette opportunité. Si avant, de 1805 jusqu'à 1859, Haïti pourrait avoir un système éducatif, mais avec Nicolas Giffard, c'était totalement impossible. Nicolas Giffard avait déposé des bases, avait posé des bases, eh bien, qui ne donneraient à Haïti aucune chance pour qu'il puisse avoir un système éducatif. Et si on me demande, est-ce que Haïti n'aurait jamais cette possibilité d'avoir un système éducatif à lui-même? Si on me demande ça, je dois dire, quand même, ce ne serait pas impossible, mais c'est complètement difficile pour qu'on puisse doter Haïti d'un système éducatif à l'haïtien. Comment expliquer ça? Parce que Nicolas Giffard avait accepté d'ouvrir le pays à des étrangers, surtout avec ce que nous appelons Concordat de Damiens. Ouvrir le pays à des étrangers, l'église catholique. Il y avait beaucoup d'écoles congréganistes à cette période qui ont été implantées à Haïti. Et ces systèmes qui venaient implanter en Haïti venaient avec leur propre système éducatif. Ce n'était pas Nicolas Giffard qui avait imposé un système éducatif. D'ailleurs, il n'y avait aucun système éducatif en Haïti. Il n'y avait pas même une pensée haïtienne en Haïti. C'est la raison pour laquelle, quand les étrangers sont venus, eh bien, ils travaillent comme bon leur semble. Et la majorité des enfants instruits, eh bien, c'était des enfants instruits, non pour Haïti, mais pour des pays inconnus, pour l'étranger. Ces enfants n'ont rien à voir avec la culture haïtienne, avec la vie économique haïtienne, avec l'histoire d'Haïti. Et jusqu'à présent, l'Église catholique, les écoles congréganistes et même les écoles protestantes, eh bien, ne forment pas des enfants, ne forment pas des Haïtiens pour Haïti.
C'est complètement des choses. Et quand les Haïtiens, et quand les petits-enfants, les petits-enfants ne, ne sont pas instruits pour leur propre pays, eh bien, comment ils pourraient aimer leur pays? C'est impossible. En 1915, la quatrième période, la période de l'occupation américaine, c'était vraiment une période d'amalgame. La période d'amalgame. Mais quand même, Haïti a connu beaucoup d'évolution à cette période parce qu'auparavant, les enfants dans les provinces n'avaient pas la chance d'aller à l'école. C'était presque dans la capitale. Mais avec l'occupation américaine, dans tout le pays, il y avait des écoles. Sur l'occupation américaine, on a pu recenser 658 écoles fondées uniquement par les Américains, alors écoles fondamentales, et on avait recensé à peu près 623 écoles dans le secteur privé. C'était vraiment une période extraordinaire sur l'occupation américaine. Il y avait beaucoup d'écoles supérieures pour former des cadres. Sur le plan éducatif, il y avait vraiment de grandes choses. Mais cependant, ce n'était rien du tout. Parce que les enfants formés, comme depuis Geoffroy jusqu'à l'occupation américaine, ce sont des enfants formés pour l'étranger et non pas pour Haïti. Et c'est la raison pour laquelle l'histoire de l'éducation en Haïti et non l'histoire de l'éducation haïtienne. La cinquième période, c'est la période de l'explosion avec Dimasset estimé. En 1947. 1947, pourquoi on parle de période de l'explosion éducative? Explosion éducative, c'est juste parce que l'éducation était... Alors les habitants d'Haïti, les citoyens haïtiens avaient compris qu'il n'y a pas d'autre choix que l'éducation. Il n'y a aucune autre possibilité pour vivre, pour connaître la vie, pour gagner le pain quotidien, pour faire beaucoup de choses, et même pour accéder au pouvoir que l'éducation, que par l'éducation. Et c'est la raison pour laquelle il avait donné beaucoup de soucis à la question de l'éducation. Mais cependant, comment on parle de l'explosion? À cette période, il y avait beaucoup de gens venant de l'étranger, alors c'était des Haïtiens. Il y avait beaucoup d'Haïtiens formés de l'étranger, par exemple, il y a Jean Presmas, il y a Nesli Maniga, il y avait beaucoup de choses, alors pour citer ces des hommes. Ces hommes étaient venus pour former les Haïtiens. Dans les enseignements, dans les centres supérieurs, presque chaque soir, il y avait vraiment des Haïtiens venant de partout pour prendre des instructions au pied de ces hommes venant de l'étranger, des Haïtiens venant de l'étranger, des cadres supérieurs, eh bien, pour former les Haïtiens. Et la majorité des Haïtiens, eh bien, avaient beaucoup de soucis pour la question de l'éducation. C'était vraiment une période. Et dans cette période, il y avait vraiment des révolutions, il y avait un système communiste, il y avait vraiment des hommes qui faisaient des répliques contre la malversation politique. C'était vraiment une période de rhétorique, une période de philosophie, une période politique, une période de savants. Mais malheureusement, toutes ces choses-là vont totalement détruite avec François Duvalier, la sixième période de la décadence. Pourquoi on parle de période de décadence sur François Duvalier? Avec la montée de Duvalier, la question de l'éducation va commencer à perdre son originalité parce que premièrement, François Duvalier a envoyé en exil tous les cadres, tous les hommes capables de répliquer, alors les hommes qui
qui répliquait avec la question, avec la malversation du valierisme, il les envoyait à l'étranger. Deuxièmement, il a tué ceux qui n'ont pas des noms éclatants, des hommes éduqués qui n'ont pas des noms éclatants dans le système, dans le pays. Il les a tués. Il les a suicidés. Troisièmement, François Duvalier a donné des faux papiers, des faux diplômes à des hommes pour occuper des postes parce que François Duvalier avait implanté, ou du moins avait doté le pays d'un système d'hommes armés, ou du moins ce que nous appelons milices. La majorité de ces hommes, c'était des bédans, c'était des bêtas, c'était des ignorants. Mais pour accéder à des postes, François Duvalier était obligé de donner à ces hommes-là des faux papiers, des faux diplômes pour accéder à des postes. C'était la quatrième action malhonnête de François Duvalier. Et cinquième action malhonnête, François Duvalier, à plusieurs reprises, avait fermé les portes des écoles, les portes des facultés, par le fait que les élèves et les étudiants font des grèves dans les rues pour hostiler, pour rétorquer à son système. Eh bien, depuis François Duvalier, passé par Jean-Claude Duvalier, et jusqu'à présent, et pour arriver à 1994, c'était vraiment, c'était de cette période, bon, la chose était complètement empirée à cette période, en 1994, avec l'arrivée des Américains. Eh bien, si auparavant, les enfants, les élèves, les étudiants, dans toutes les nuits, ou du moins chaque soir, avec des cahiers, des livres en main, et sous les lampadaires, pour étudier, pour faire toutes choses qui ont rapport à l'éducation, eh bien, avec l'arrivée des Américains, il y avait une nouveauté de plaisir. Ok? Les études nocturnes, ou du moins exactement les études nocturnes, vont remplacer par des plaisirs nocturnes. Et bien, de référence, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de plaisirs. On appelle en créole tissourit. Et dans toutes les zones, les quartiers, il y avait ce qu'on appelle des shows de danse, des shows de cyclistes. Il y avait aussi des shows de football à partir de 6 heures du soir jusqu'à 10 heures, jusqu'à minuit. Et bien, c'était le plaisir presque partout. Eh bien, les enfants, au lieu de s'adapter à l'étude, ils s'adaptaient de préférence au plaisir. Et bien, à partir de cette période-là, l'éducation va commencer à poindre des frappes extrêmement énervantes. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, l'éducation haïtienne est en crise, est en pénurie. Nous n'avons pas d'éducation. Aujourd'hui, si on forme des enfants, les enfants qui sont en train de former, il y a beaucoup de questions. Est-ce que ces enfants-là sont bien formés? Parce qu'il y a une question de classe. Les enfants de la masse avec les enfants de la haute classe, c'est une éducation totalement différente, une éducation disconvenante. L'éducation est complètement n'est pas égale. C'est une éducation inégale. Et beaucoup de professeurs dans la masse ne sont pas
bien formés, une éducation sans laboratoire, une éducation sans l'expérimentation, une éducation qui n'est pas une éducation haïtienne, sans culture, eh bien, on demande qu'est-ce qu'on fait en Haïti? Est-ce que c'est de l'éducation? Eh bien, c'était les 6 grandes périodes de l'histoire de l'éducation en Haïti. En résumé, période des patriarches, période du MIP, période de la douce amère, période euh, de l'occupation américaine, période de l'explosion avec Dumas estimé, euh, période de la décadence, commençant avec François Duvalier. Merci à tous. Bonsoir à tous.